Le voyage à Paris de Bernard de Naillac. De toutes les familles de Noisy-sur-l'Ourcq, la famille Burdeau était, sans contredit, la plus honorable. On sait que l'honorabilité dépend surtout des bonnes affaires faites. Or, M. Burdeau père était un commerçant retraité depuis de longues années. Il avait femme et fille, deux, comme quelqu'un qui peut se payer beaucoup de choses dans la vie. Il portait sur son visage le mûr fruit de son expérience. Par là, il devait gagner la considération de ses semblables. Et c'est ce qui arriva tout à fait quand, un beau matin, il s'installa en plein centre de la ville, face au bâtiment de la mairie. On en parla longtemps dans le milieu des commerçants en retraite. Gens qui se souviennent de leur négoce, comme un colonel rappelle son régiment, avec de petites sensations combatives et une énorme admiration. Monsieur Burdeau avait bien vendu. Monsieur Burdeau avait bien guerroyé. Monsieur Burdeau était un brave homme. Désormais, ce fut le hérotype que Monsieur Burdeau. Il avait abandonné boutique, comme on se retire vainqueur au seuil d'un champ de bataille. Et depuis, il menait une vie paisible entre femme et fille. Madame Burdeau et les petites Burdonnettes. Telle est l'ambition des gens à tout âge. L'âge ne fait rien à l'affaire. Que M. Burdeau voulut faire un voyage. Il le voulut absolument. Imaginez là un simple caprice de la part de cet homme qui n'avait qu'une vie calme en dépit de ses longues courbatives, ou la simple réaction d'une nature créée pour les grandes choses. Croyez tout ce que vous voudrez. Croyez tout ce que vous voudrez. Même à la réincarnation de Christophe Colomb. À notre époque, l'organisation d'un voyage est devenue chose naturelle, silencieuse et rapide. Monsieur Burdeau devait s'y noyer. C'est en province qu'existe encore l'idée de danger pour les voyageurs. Déraillement, catastrophe. C'est l'accident courant des grandes lignes, mais on n'a pas le temps d'y penser. Le voyageur y montre la même insouciance que le mécanicien. C'est imprévu et ça dure 2 minutes. Tandis qu'un départ cause à nos bons habitants de Noisy-sur-l'Ourcq une appréhension indiscontinue, vague et latente, leur représente des difficultés insurmontables, des fumées horribles, des cauchemars d'enregistrement, accident moral. Avant de tenter quoi que ce soit, M. Burdeau voulut faire l'équilibre de son budget. Il fit donc venir son épouse. Le prestige de son autorité l'empêchait d'en faire part encore aux petites. La jeunesse devant accepter la décision paternelle légalement prononcée. À madame, femme grasse, habituée à suivre son mari à travers les passages les plus étroits de l'existence, il tint à peu près ce langage. « Ma chère Justine, je crois que le moment est venu de sortir de notre coquille. Grâce à une sage administration, une économie de chaque jour, aussi à quelque bienveillance du sort, nous avons réalisé une petite fortune qui nous permet de vivoter dans une honnête aisance,
et de faire bonne figure parmi nos semblables. C'est justice. Nous avions droit à ce repos. Toi comme moi. Toi qui as su m'apporter ton aide, non moins que ta sollicitude. Mais nous avons 2 filles. Notre tâche n'est pas finie. Nous nous devons de les éduquer, de les orienter dans la vie. Et pour ma part, mon vœu le plus cher serait d'en faire des demoiselles fort bien élevées. Ce serait beau, n'est-ce pas, par les efforts des parents, d'avoir placé plus haut dans l'échelle sociale la descendance des Burdeaux. En un mot, je rêve pour elles 2 un beau mariage avec quelques fonctionnaires de la commune. Je ne te cacherai pas que c'est même dans ce but que j'ai fait donner à Jeanne des leçons de piano. Si j'éprouve encore quelques difficultés pour dégrossir Esther, je n'en désespère pas, car elle aura le physique pour elle. Tu n'ignores pas que c'est là un gros capital pour une fille. Mais nous vivons en province, et le développement de nos chers enfants y sera plus dur qu'ailleurs. Pour qu'elles s'initient aux belles manières, qu'elles s'ouvrent l'esprit, qu'elles apprennent à devenir femmes, j'ai pensé à les faire voyager. Il est sûr que depuis que nos voisins, les licoristes, sont revenus de Paris, leur fille s'est épanouie. Tu as vu la transformation opérée en 2 mois. Je considère dans un voyage là-bas comme la chose la plus nécessaire pour le moment. Jeanne va être en état de se marier. Et elle y pense. Esther peut attendre encore 1 an, mais elle peut commencer à s'y préparer. Voilà, ma chère Justine, pourquoi je t'ai fait venir, afin que nous puissions prendre une décision en commun, dans l'intérêt même de nos enfants. Madame Burdeau dut approuver, elle, qui ne s'était jamais permis de contredire son mari. Elle dut même être en tout point de son avis, de l'air d'une femme résignée à obéir jusqu'à la mort inclusivement, car son époux répartit aussitôt. Mais, ma chère Justine, tu n'ignores pas qu'un tel projet a ses difficultés, et qu'il entraîne avant tout de lourdes dépenses, auxquelles nous ne sommes point accoutumés. Grâce à Dieu, notre budget s'est bien arrondi, mais il y a lieu de réfléchir longtemps avant toute détermination. Sais-tu ce qu'un voyage coûte à l'heure actuelle? Eh bien, je ne le sais pas au juste, mais pense à tout ce que nécessite une telle équipée. Les frais de déplacement sont bien augmentés, car les compagnies ruinent le public. Les hôtels font payer des taxes de séjour, et pour une toute petite chambre, vous demandent des prix fous. Les restaurants sont encore moins bon marché, et Jeanne, tu le sais, a bon appétit. Que sais-je encore? Les 1001 achats imprévus qu'il faut prévoir. Notamment, cela exige un renouvellement complet de ta garde-robe. Car cela va sans dire, on ne peut pas voyager comme des va-nu-pieds, même en se contentant du strict nécessaire. En un mot, autant de dépenses que nous ne mettions jamais jusque-là qu'à notre ménage, et qu'il faudra appliquer à une simple villégiature de quelques jours. Une impression semi-découragée, déjà de demi-renoncement, se traduisit sur la face de madame Burdeau, absolument comme quelqu'un hésite à prendre son parapluie par un ciel douteux.
Mais monsieur était entêté dans son fol projet, puisqu'après avoir soupesé du regard sa flasque épouse, il reprit. « Je considère ce voyage comme essentiel, et je te préviens que je ne reculerai pas devant le coup. D'ailleurs toi-même, ne seras-tu pas heureuse de voir autre chose que Noisy, de changer d'idée et d'air, d'apprendre les usages nouveaux, de frayer avec le monde extérieur? Les voyages forment à tout âge, et on a toujours besoin de s'instruire. Il paraît que Paris est un endroit charmant, où il y a une variété d'intérêts qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Des spectacles de toute beauté. Je crois que tu n'auras pas à t'en repentir. » La figure de madame Burdeau affecta une forme alanguie, blasée sur les plaisirs de ce monde. « Quant à moi, ce voyage m'enchante. Le goût des voyages est dans ma famille. Rappelle-toi, Charles, qui a été en Amérique. Et puis cela me fera sortir un peu de mon inaction, car je ne te cacherai pas que depuis quelque temps, j'ai le sang très à la tête, avec des bouffées, des langueurs, le corps mou. Je crois que cela me fera du bien de bouger. Et l'intérêt des enfants prime à tout, car au bout de 2 minutes, le ménage fut absolument d'accord pour exécuter ce départ au plus vite. Monsieur Burdeau prit une feuille de papier, format commercial, pour y mettre des chiffres, car il était homme d'ordre. « Voyons, pour le voyage à 4 en seconde classe, aller et retour, je compte 4000 francs. Eh oui, les voyages sont chers, et somme toute, cela ne fait que 1000 francs par personne. Ce n'est pas exagéré par le temps qui court. Tu me diras que nous pourrions prendre des troisièmes. Mais je ne suis pas d'avis de lésiner là-dessus. Le voyage est suffisamment long pour qu'on ne puisse se passer d'un certain confort, et assez court pour qu'on ne puisse se passer d'un certain confort, et assez court pour qu'il n'y ait pas un gros avantage dans la différence. Et puis, nous vois-tu, ma chère, partant de Noisy en wagon de 3e classe. Le lendemain, toute la ville le saurait. Et j'entends d'ici la voix de notre voisin dire: « Quand on ne peut pas voyager bien, on reste chez soi. » Donc 4000 francs pour le voyage. À cela, il y a lieu d'en ajouter autant pour les repas de la journée, car nous prendrions le train du matin. Maintenant, nuit d'hôtel... À chaque énoncé, madame Burdeau sursautait affreusement, comme si toutes les belles habitudes d'économie s'en étaient subitement allées du ménage. Cette économie qui faisait leur force. La pauvre femme n'avait jamais imaginé qu'un voyage pût coûter si cher, comportât tant de détails, perçât tant de trous dans la bourse des familles. À côté des dépenses lourdes qui tombaient comme une massue et qu'elle recevait sur la tête avec abnégation, il y avait les dépenses sournoises, les petites évaporations d'or, les impromptus d'un taxi ou d'un goûter, tous les spectres rampants de la ruine qui accompagnent les voyageurs de ce monde et qu'osait à peine nommer monsieur du bout des lèvres. Il y avait les spectres du pourboire, incarnés sous les traits d'un employé, d'un cocher ou d'un maître d'hôtel.
Elle les voyait partout en arrêt, guettant, la main tendue, le sourire le plus coûteux aux lèvres. Et le spectre à casquette se baissait une fois, prenait une valise, la hissait sur la voiture et se mettait à demander son dû. Le spectre à chapeau haute forme transportait cette valise quelques mètres, puis descendait de son siège demander sa part. Quant au spectre en habit et cravate blanche, il s'acharnait littéralement. On le trouvait derrière toutes les portes, à l'angle de toutes les tables, aimable malgré vous, obséquieux malgré lui, sournois et toujours prêt à vous rappeler que vous oubliez quelque chose, son étrenne. Celui-là semblait vraiment à la digne Madame Burdeau le plus terrible de tous ces hommes noirs. Un plastronneur étalant sa poitrine de carton et faisant payer à tout le monde son emploi. Il lui semblait voir la chemise augmenter démesurément en surface, écrasant le voyageur, l'aveuglant, elle, formant un mur compact qu'il faut percer à coups d'argent pour arriver à s'échapper. Et ces trois spectres s'agitaient, jamais contents, faisant rouler la pièce qu'on leur avait donnée d'une main timide. Et ils vociféraient avec des gestes de menace. Il y avait aussi les spectres des taxes de tout genre. Depuis ces ajoutés fixes qu'on met à la fin de votre note, jusqu'à ces coefficients facultatifs qu'on met sur la foi de votre bonne tête. Ces fantômes affectaient la forme de chiffres redoutables. D6, D9, qui s'intercalaient dans les additions, déplaçaient des virgules et s'alignaient tous au complet, frondeurs sur le total. Rien ne pouvait lutter contre eux. C'étaient des 10% des temps par jour et par personne. Ils vous affrontaient avec une audace inouïe, vous répondaient en une logique irréfutable. Et tout n'était pas imagination désordonnée dans l'esprit de cette femme. Monsieur Burdeau, ayant rempli les deux côtés de sa page format commercial, s'arrêta quelques instants pour respirer devant l'énormité de la situation. Il n'avait fait que le plan du voyage, sans mentionner aucun des détails d'agrément qu'on y chercherait. Il y avait là encore des dépenses indispensables. Ainsi, il était impossible de ne pas aller voir l'oncle Arthur à Paris. Le voir, c'était lui apporter un paquet de bonbons, quelques souvenirs, que sais-je. Générosité la plus économique possible, mais générosité. Impossible non plus de ne pas aller au théâtre, ne fût-ce qu'une fois pour voir la salle. De même, Monsieur Burdeau reprenait haleine. Il respira fortement, puis se décida à continuer son labeur. « Voyons, ma chère Justine, il te faudra bien un chapeau et une robe. Les petites ont leur toque rose, elles n'auront besoin que de manteaux. C'est vrai qu'on ne peut pas les voir toujours avec leur toque rose. Soit, j'inscris 3 chapeaux, une robe, 2 manteaux. Qu'est-ce que tu comptes mettre comme corsage? Les petites ont leur taille bleue. D'ailleurs, les manteaux cacheront tout. Elles sont très bien, leur taille bleue.
et la jeunette peut tout mettre. Seulement pour toi, le soir, il te faudra bien quelque chose de convenable, du satin avec un peu de dentelle. Donc, j'inscris un corsage pour toi, rien pour les petites. Ah si, elles ont besoin de souliers. Allons bon, toi aussi. Va pour 3 paires de souliers. Le digne homme écrivait toujours. Il avait pris une 2e feuille de papier quadrillé. Madame Burdeau, dans un coin, gardait un silence plombé comme un cercueil. Peut-être n'avait-elle pas compris encore la folie de son mari. Un homme si sérieux. L'homme en question devina probablement une sourde hostilité, car il crut bon d'expliquer. En somme, Justine, j'ai calculé assez largement. J'estime que ce voyage, le seul que nous fassions probablement jamais, doit être accompagné d'un peu d'aisance, pour qu'il nous en reste un bon souvenir. J'ai mis des chiffres tout ronds, mais bien entendu qu'il y aura des économies imprévues. Ainsi j'ai compté une voiture pour aller de la gare à l'hôtel. Il se peut parfaitement que nous ne prenions que le tramway. Encore les goûters. Il se peut que l'un de nous n'ait pas faim. Esther peut avoir mal à l'estomac. Pour nos garde-robes, je me suis montré généreux. Vous avez toutes des chapeaux et des souliers. Nous pouvons fort bien ne pas aller voir l'oncle Arthur. Il ne saura pas que nous sommes à Paris, et prendre d'un peu moins bonne place au théâtre. Madame Burdeau ne comprenait toujours pas. Son mari s'escrima, et d'un geste large qui pouvait désigner aussi bien l'immensité de l'océan que ses additions sur papier quadrillé. Et puis, ma chère Justine, nous pouvons parfaitement raccourcir un peu notre voyage. Au lieu de 8 ou 10 jours, n'en restait que 5 ou 6 à Paris. 5 jours me semblent être très suffisants pour visiter la capitale et nous faire une idée de ses agréments. À tout réfléchir, je crois même que cela vaut mieux. Nous n'aurons point le temps de nous en fatiguer. Nous pouvons mener plus grand train et garder de notre escapade une impression courte et bonne. Aux yeux de nos voisins, nous aurons l'air d'avoir été rendre visite à quelques connaissances, sans avoir eu la prétention, comme eux, de faire un séjour. En même temps qu'il prononçait ces mots, M. Burdeau, homme d'action, rayait d'un crayon décidé une partie de ses calculs, comme il aurait effacé des illusions de jeunesse. L'enthousiasme de son épouse ne s'était point accru en proportion des changements apportés au programme primitif. Il y eut une pause glaciale que seule aurait pu rompre quelque catastrophe de chemin de fer en plein milieu de ce salon. Peut-être madame envisageait-elle, avec effroi, le train qui emporte vers les stations inconnues, qui râle au nez des voyageurs, qui trépide d'une façon inquiétante pour leur existence tranquille. Peut-être sa sollicitude d'épouse dressait-elle l'oreille, flairant la présence de vagues femelles à l'horizon parisien, de filles horribles qui s'acharnent aux maris fidèles, ou ses sentiments maternels, développés par 2 couches, étaient-ils éveillés, craignant les courants d'air, les bronchites, etc. L'habituel coup de froid de Jeanne ou le mal d'estomac d'Esther. De toute façon, pour elle,
Un ciel noir de menaces écrasait derrière la gare de Noisy. Quant à M. Burdeau, peut-être était-il impressionné par la dépense, découragé par l'inanité de ses efforts pour enthousiasmer sa moitié 2 fois grosse comme lui, ou simplement était-il redevenu le commerçant prudent qui n'a jamais failli à ses étiquettes? Avait-il espéré goûter dans ce voyage une saveur d'aventure, un réveil de sensations mortes qu'il n'y trouvait pas, qu'il voyait ne pas devoir trouver? Se rangeait-il à l'avis de madame sur ce qui est du danger d'exposer à l'hiver 2 filles absolument saines et parfaitement ignorantes des vices parisiens? Toujours est-il que M. et Madame Burdeau se regardèrent et d'un commun accord déchirèrent la feuille de papier quadrillé. C'est le seul voyage qu'ils aient jamais fait en pensée.